Nouvelle partie, mon adversaire joue B3 et donc là, je vais jouer le pion en D5. Il joue ce qu'on appelle l'ouverture Larsen. Et il joue très vite, hein. Vous voyez, il joue fou B2. C'est ça l'idée de l'ouverture Larsen, c'est de pouvoir placer le fou sur la grande diagonale noire. Moi, je vais jouer le pion en C5 et après, j'espère jouer cavalier C6 puis la pousser en E5. Mais là, il joue très vite le pion en C4. Il attaque mon pion D5. Eh bien, je vais le défendre avec cavalier en F6. Je sais qu'il peut doubler mes pions par cette prise de mon cavalier, mais va-t-il le faire? Je pense pas. S'il a mis autant d'efforts pour placer son fou sur la grande diagonale, je pense que c'est pas simplement pour prendre mon cavalier en F6. Et donc là, si je reprends de la dame en D5, je vais me faire chasser la dame par cavalier C3. Donc je vais reprendre du cavalier. Il joue le cavalier en C3, il attaque mon cavalier. Bon, il est protégé, mon cavalier, hein. Je vais pouvoir jouer cavalier C6. Et il joue E4. Donc il joue très rapidement. Et c'est un joueur agressif. Il aime bien attaquer, prendre, il aime bien des décisions rapides. Donc dans la position, moi, je vais être plutôt calme. Mon cavalier est attaqué, oui, c'est vrai. Mais cette poussée de pion de 4 vient d'affaiblir des cases dans son camp. Parce que la colonne D, c'est une colonne semi-ouverte. Semi-ouverte pour moi, j'ai pas de pion, donc c'est moi qui ai une influence sur cette colonne, qui est de l'espace. Et les cases D4 et D3 viennent de s'affaiblir. Parce que le pion E, c'était le seul pion qui était capable de défendre les cases D3 et D4. Mais comme il vient en E4 attaquer mon cavalier, ces cases ne sont plus défendues. Et donc, je peux chercher à jouer cavalier B4 ou cavalier F4 pour essayer de rentrer en D3. Donc ici, je vais jouer cavalier B4 ou cavalier F4. Pourquoi pas? Ça attaque le pion G2, donc ça empêche que le fou puisse aussi se développer. Et puis ça laisse la case B4 pour l'autre cavalier, pourquoi pas, ça peut parfois arriver en D3. Mon adversaire joue dame F3, donc là je ne peux pas rentrer en D3 parce qu'il a un double contrôle de cette case. Et en plus il attaque mon cavalier, hein. Donc je vais jouer le pion en E5, ou alors je reviens avec mon cavalier en E6 et j'utilise la case D4. Ça m'intéresse aussi, hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, cavalier en E6. Et vous voyez, j'ai beaucoup de cases. La case D4, la case B4 aussi, qui est une case de fourchette. Vous voyez, mes cavaliers peuvent trouver de très très belles cases. Avancer des pions ou les échanger, c'est pas anodin comme décision. Ça peut être très critique. Ça peut vous faire perdre le contrôle de cases très importantes. Il joue le pion en D3. Alors là, il y a plein de coups qui m'intéressent. Cavalier E5, cavalier D4, cavalier de B4, l'autre cavalier en D4. J'avoue que je sais même plus quoi jouer, tant tous les coups m'intéressent. Je vais mettre ce cavalier en D4, ça paraît naturel, hein, pour libérer le fou, pour libérer le pion. Donc il revient en D1, il y avait cette mon as de fourchette en C2. Et je vais jouer G6, pourquoi pas. Je vais mettre également mon fou sur la grande diagonale pour m'opposer au sien. Il joue cavalier en E2. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais faire fou G4. Je sais très bien qu'il va jouer F3. Et mon fou va simplement repartir. Mais je veux provoquer ce coup en F3 pour provoquer un affaiblissement des cases noires autour de son roi. Affaiblir la case E3, affaiblir la diagonale, affaiblir son futur petit roc. Donc, fou G4. Il joue donc F3. Et maintenant, je vais reculer avec mon fou. Alors, pas en H5 parce que je me prends G4, je me fais écraser le fou, mais sur d'autres cases. Peut-être même E6. Non, je pense qu'il faut que je recule en C8. Je reviens en C8. On peut se dire que j'ai perdu un coup. Sauf que moi, mon fou peut se repositionner, mais son pion en F3 pourra jamais reculer. Donc l'affaiblissement qui vient de se créer est durable. Il joue cavalier en A4, là il veut prendre mon cavalier, mais bien sûr je vais jouer fou G7. Je regarde également dame A5, échec. Dame A5, il peut jouer dame D2, il n'y a pas vraiment de suite, je crois pas. Donc je vais jouer fou G7. Et s'il prend mon cavalier, je peux reprendre du fou, de la dame et avoir une totale possession des cases noires avec tous ces pions qui se sont fixés sur case blanche. Il joue tour B1. Et comme moi, je veux dominer les cases noires, je vais jouer fou D7 pour échanger mon fou de case blanche contre son cavalier. Ainsi, j'aurai deux pièces légères pour jouer sur noir. Mais il joue cavalier, prend C5. Il le joue un peu vite. Il n'a pas regardé dame A5, qui faisait la fourchette. Donc il y a trop d'ouverture sur son roi, trop d'ouverture sur les cases noires. Donc dame A5 et il perd la pièce. Faites très attention avant de prendre des pions qui pourraient exposer vos pièces sur des cases non protégées.
Surtout si vous avez encore un roi exposé comme c'était le cas. Donc il joue dame D2 et là je vais prendre son cavalier, mais toujours regarder s'il n'y a pas mieux, hein. Mais là je vois pas mieux, donc je prends. Il joue tour C1, il attaque madame. Alors, où la poster madame? Certainement en D6. Donc il vient de jouer fou E2. Je peux faire petit roc ou jouer un coup comme dame B6. Peut-être j'aurais dû aller en B6 d'ailleurs, parce que maintenant, s'il fait petit roc, vous voyez, il va payer la diagonale ouverte sur son roi et mon cavalier pourra partir en faisant des échecs. Je regrette finalement de ne pas avoir mis ma dame en B6, qui était la décision normale par rapport au fait que j'avais provoqué le coup en F3. Bah, du coup, je vais le jouer, hein. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs. J'aurais dû mettre ma dame en B6 et pas en D6. Et donc là, il ne peut pas faire le petit roc. Sinon, je vais faire cavalier prend fou, par exemple, avec double échec sur son roi, ou sur petit roc, cavalier prend F3, plutôt avec double échec sur son roi et fourchette royale, le cavalier qui attaque la dame. C'est un cauchemar. Et s'il fait pas petit roc, je peux faire moi-même petit roc, mettre mes tours en liaison. Donc il joue tour en C4. Et là, je peux jouer fou B5. Mais il va jouer tour B4 peut-être pour clouer mon fou, mais il y a la poussée en A5, donc ça tourne bien partout, hein. Allez, je joue fou B5. Il joue tour B4 comme attendu. La poussée en A5. Et maintenant, sa tour a pas de case. Donc il prend en D4, je reprends du fou. Et il va devoir donner la tour contre un fou. Alors, je conseille de donner contre le fou de case noire. Mais j'ai une tour de plus maintenant. Je menace dame à un échec. Il peut toujours pas roquer. Donc il joue la dame en D1, je vais faire petit roc tranquillement, moi je vais mettre mes tours en liaison. Et vous voyez les conséquences de cette poussée en F3. C'est dramatique pour lui, il peut pas roquer. Je vais mettre une autre tour sur la colonne D, tripler les attaques sur D3, et maintenant mettre une tour sur la colonne C même. Il vient ici, je vais jouer tour C3, on va prendre toutes les meilleures cases. Allez, on prend en D3, ça provoque l'échange de son fou de case blanche qui jouait pas beaucoup, mais ça me donne des voies d'infiltration. Maintenant, tour D2 menace. Donc tour D2 échec, et on va essayer d'aller mater son roi rapidement. On va menacer la prise en H2, il pourra encore s'enfuir en G4, c'est pour ça que je songe à jouer H5 d'abord. Là, dame G2, c'est très intéressant, mais je joue H5 pour menacer dame G2. Donc il joue dame C1, donc dame G2, il peut encore s'enfuir. Mais on va jouer dame G2 quand même. Puis prendre le pion en F3. Maintenant, je menace dame G4 mat. Il faut qu'il revienne en H3, il revient pas, et c'est le mat. Allez, j'ai les blancs, je vais commencer cette fois-ci avec le pion en D4. Le pion de la dame. Mon adversaire joue cavalier F6 et je joue C4. Pourquoi? Pour que le pion C puisse s'opposer à sa future poussée D5. Et maintenant, je joue cavalier C3 et j'envisage de jouer E4. Sauf qu'il vient de jouer fou B4. Et donc, il cloue mon cavalier. Et je ne peux pas avoir accès à cette poussée en D4, sinon il prend tout simplement le pion en E4. Donc, dans la position, je vais me satisfaire du coup en E3. J'ai pas peur qu'il prenne. C'est vrai qu'en prenant, il double mes pions, mais j'obtiendrai le fou de case noire. J'aurai la paire de fous et il faudra que j'utilise mon fou de case noire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je joue fou D3, pour être en capacité de jouer E4 et de libérer le fou de case noire. Mon adversaire joue tour E8. Je vais jouer ici cavalier en E2, tiens, pourquoi pas. Comme ça, en cas de prise, je peux même reprendre du cavalier, j'aurai pas de pion doublé. Et mon adversaire joue C5. Eh bien, je vais faire petit roc. Voilà, j'ai achevé le développement de mon aile roi, mais il faut bien admettre que je n'ai rien obtenu dans la position, hein. Mon adversaire a une position solide, il se développe également. Donc il prend D4. Alors si je reprends du cavalier, cette fois-ci, il pourra doubler mes pions. J'aurai des pions doublés. Par contre, j'aurai le fou de case noire. Et c'est à moi de démontrer que j'ai du jeu sur les cases noires. C'est pas forcément évident, hein. Sinon, je peux reprendre du pion. Comme ça, en cas de prise, je peux reprendre du cavalier, j'ai pas les pions doublés. Mais quand je reprends du pion, il peut y avoir cette poussée D5. Pourquoi je parle de cette poussée D5? Parce que l'échange des pions D5 contre le pion C4 créera chez moi ce qu'on appelle un pion isolé en D4, c'est-à-dire un pion qui n'aura plus de protection d'autres pions. Et vous voyez, je suis très vigilant à quelle structure de pion je mets en place dans cette ouverture. Parce que si vous mettez en place une mauvaise structure de pion, vous risquez de la payer ensuite dans le milieu de jeu. En fait, l'ouverture, c'est pas simplement qu'on développe les pièces, c'est qu'on met en place la structure de pion ou les déséquilibres que l'on va jouer ensuite dans le milieu de jeu.
Eh bien, vous savez quoi? Je vais reprendre du cavalier et je vais le laisser prendre mon cavalier en C3 et doubler mes pions sur la colonne C. J'aurai une mauvaise structure de pion, mais le déséquilibre que je compte exploiter dans le milieu de jeu, c'est mon fou de case noire, du fait que lui, il en aura plus. Et j'avais quelques idées pour jouer sur les cases noires, notamment sur la case D6. Mais il n'a pas pris, hein. Il a joué cavalier en C6. Donc là, si je prends, ça va lui renforcer sa structure de pion. Je regarde cavalier B5. Je vais jouer cavalier B5. En cas de prise, je peux très bien reprendre du cavalier maintenant. Et j'aurai pas de faiblesse de pion. Et je vais chercher à jouer à 3. Je voudrais que son fou recule par exemple en A5 pour me donner la case D6. Voyez toute l'attention que je porte sur la structure de pion. Je regarde les pions isolés, les pions doublés, je regarde les cases faibles. Là, la case D6, une case faible, c'est une case située dans le camp de l'adversaire que l'adversaire n'arrive plus à défendre avec un pion. Alors parfois, c'est pas dramatique parce qu'il la défend avec les pièces, mais s'il peut pas la défendre avec les pièces, vous pouvez peut-être investir cette case à profit. Et donc, il recule préventivement en F8. Intéressant. Et moi, maintenant, je vais jouer E4. Pourquoi? Tout simplement pour désamorcer sa poussée D5. Il joue E5 lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est rouler sous des aisselles, ce coup. Ah, c'est pas un beau coup. Parce que le pion E, c'est le seul pion qui est capable de défendre les cases de la colonne semi-ouverte D. Cette colonne semi-ouverte, à moitié ouverte, elle est en ma faveur. Certes, j'ai pas de pion, mais du coup, j'ai de l'influence avec mes pièces et j'ai un contrôle d'espace. Et donc, quand ce pion avance, ça me lâche la case D5. Je peux utiliser cette case D5. Alors, le cavalier défend cette case. Mais je regarde même fou G5 pour venir clouer ce cavalier et ensuite investir la case. Je pense que je vais la jouer comme ça. Il y a quand même un inconvénient à ma stratégie, c'est que je lâche également le contrôle de la case D4. C'est peut-être pour ça qu'il l'a fait, hein. Il joue H6, il veut que je donne mon fou de case noire, mais s'il reprend de la dame, il se prend la fourchette en C7 quand même. Il perdra la qualité. Il perdra même la pièce. Les deux tours sont pas protégés après. Donc il va devoir reprendre du pion. Ça affaiblit sa structure de pion. Donc je prends son cavalier. Et là, sa structure de pion, elle se fait ruiner. Parce que s'il reprend du pion, il a les pions doublés ici, le pion isolé ici, les cases faibles ici, le pion isolé arriéré en D7, toutes les cases sont faibles. Je vais m'amuser. L'abri de son roi s'affaiblit également. Il reprend de la dame, donc il choisit la fourchette. Je regarde aussi, je peux jouer cavalier D5, attaquer la dame, mais ça lui laisse revenir, mais j'ai quand même la fourchette après avec mes deux cavaliers, hein. Mais je préfère faire la fourchette tout de suite en C7. Alors là, c'est difficile de conseiller mon adversaire maintenant parce que la perte matérielle va être terrible. Perdre une tour sans compensation, c'est terrible. Surtout qu'après, j'ai un deuxième cavalier qui peut exploiter la case D5. Donc mon adversaire est revenu en D8 avec sa dame. Donc je vais prendre la tour ici. Il va peut-être vouloir avancer le pion, bouger le fou pour récupérer le cavalier qui ne pourra pas sortir en C7 puisque la dame contrôle. Et donc dans ce cas-là, c'est pas une tour que je vais gagner, c'est juste la qualité. C'est-à-dire que j'aurais troqué mon cavalier contre la tour. Mais j'ai ce cavalier qui peut venir en D5 pour assurer la sortie de l'autre cavalier. Voyez les conséquences de l'affaiblissement des cases sur la colonne D et de cette poussée du pion en E5. C'est terrible. Voyez, je sors en attaquant la tour. Le tour qui n'a pas de case. S'il y avait un E7, le cavalier attaque et le cavalier contrôle l'autre case. Et finalement, je vais lui faire les deux tours. C'est une catastrophe. Ah, je suis désolé pour mon adversaire, mais j'espère que cette partie lui sera profitable pour comprendre ce que c'est qu'une colonne semi-ouverte, pour comprendre l'importance de contrôler les cases situées sur une colonne semi-ouverte et empêcher comme ça des infiltrations de pièces. Et voilà, il abandonne bien sûr. Donc le jeu d'échecs se résume pas simplement à des attaques sur les rois. Oui, bien sûr, la finalité c'est toujours l'attaque sur le roi, mais il y a des étapes intermédiaires et le jeu positionnel consiste justement à comprendre ces étapes intermédiaires, essayer de créer des mauvaises structures de pions de l'adversaire pour créer des pions faibles, des pions isolés, des pions aérés, créer des faiblesses de cases sur lesquelles vous pouvez investir, vous imposer et finalement rayonner et provoquer ensuite les pertes matérielles de l'adversaire ou les attaques de maths. Allez, j'ai les blancs dans cette position et je joue D4, le pion dame. Il joue B6. Tiens, c'est une défense, je crois la défense Owen, ça s'appelle. C'est une défense sur laquelle je ne connais pas grand-chose. J'ai été peu confronté à ces coups. Il joue cavalier F6, donc l'idée c'est qu'il contrôle bien la case E4. Bien si je vais jouer cavalier en F3. Je pense qu'il va pas donner son fou de case blanche. Il a investi beaucoup d'efforts pour mettre le fou en B7. Je pense pas qu'il va le donner contre le cavalier, même si ça doublerait mes pions. Par contre, là, il joue E6. À mon avis, il va vouloir jouer fou B4. Pourquoi? Il cloue le cavalier et il va vouloir même peut-être l'éliminer. Parce que s'il troque son fou de case noire contre le cavalier, il va affaiblir mon contrôle de la case blanche E4. Donc ça, j'ai pas trop envie qu'il arrive à ça quand même.
Donc j'ai bien envie de jouer A3. C'est un peu passif quand même, mais j'ai bien envie de jouer ce coup. Là, il me pose des difficultés, hein. Bon, écoutez, non, je vais jouer E3, je vais me développer. Alors, je sais que j'enferme le fou de case noire, mais je vous expliquerai après pourquoi je le fais. Là, je vais jouer Dame C2, puis Fou D3, Petit Roc, et ensuite, je vais essayer de pousser en E4. Mais là, il joue D5. Dame A4 échec, ça gagne pas la pièce, hein. Il peut jouer cavalier C6 et protéger son fou. Et si je joue cavalier E5 après, il peut prendre mon cavalier sur échec, puis je reprends, et après, il pourra défendre son cavalier. Mais le défendre comment d'ailleurs? Pas avec Dame D7, il y a mon cavalier. Sur Dame D6, il se prendra le coup fou A3. Ah, c'est intéressant. Je pensais pas que Dame A4 allait marcher. Dame A4 échec. Donc cavalier C6, cavalier E5, on attaque 2 fois son cavalier qui est cloué. Donc là, je vais menacer de prendre son cavalier, de prendre son fou. Donc généralement, les joueurs font fou prend cavalier ici, sur échec. Après, je reprends, et après, la dame viendra défendre son cavalier, mais elle va aller où? La case D6, mais il y a fou A3. Et donc, il est en train de perdre la pièce, dans l'ouverture. Alors peut-être que ça va provoquer son abandon, parce que les joueurs, quand ils perdent une pièce aussi tôt dans la partie, ça gâche un peu leur partie et ils préfèrent abandonner et en recommencer une autre. Mais c'est quand même instructif. Vous voyez, fou à 3. Et là, il perd la pièce. Alors mon adversaire réfléchit longtemps, je vous amènerai directement à son coup joué ou à son abandon, si abandon il y a. Et donc il recule en D8, il abandonne pas, mais je prends C6. Ah, il a peut-être trouvé quelque chose. Regardez, je prends C6, et après il me joue Dame D7. Et il va récupérer sa pièce. Parce que c'est moi qui serai cloué après. Incroyable. Comment je vais faire par rapport à ça? Donc je prends son cavalier, il va jouer Dame D7. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais reperdre la pièce. Il a trouvé quelque chose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre en D5 pour avoir le coup fou B5. Mais si je prends en D5, son cavalier reprend et le cavalier pourra menacer des prises en C3. Alors je ne sais pas si c'est dangereux. On va calculer. Donc je prends D5, cavalier prend D5, fou B5, il prend en C3. Mais j'ai le coup fou prend cavalier sur échec. Donc je prends en D5. Il reprend de la dame. Mais je secoue fou B5. Peut-être même fou C4. Non, fou B5 parce qu'il attaque G2. Il va prendre en G2 quand même, hein. Donc fou B5, j'ai finalement le fou, la dame et l'autre fou, la paire de fous plus la dame qui tire comme des archers ici une volée de flèches en direction de son roi. Alors je perds le pion G2, c'est vrai, mais je prends C6 sur échec. Fou prend, je peux reprendre sur échec, ça force l'échange des dames, le cavalier reprend et j'ai gagné une pièce. Peut-être même que je vais jouer autrement d'ailleurs. Sur dame prend G2, je regarde même cavalier prend cavalier. Je sais que je donne ma tour sur échec, je bouge, je sais qu'il peut prendre d'autres tours, mais après, peut-il sauver son roi si je bouge mon cavalier? Avec les attaques ici. On va calculer justement. Donc fou prend cavalier C6, c'est le coup naturel. Je gagne une pièce naturellement. Mais je vais quand même calculer cavalier prend cavalier. Je donne une tour sur échec, j'en donne une deuxième, mais après, est-ce que je peux le mater? Mon cavalier, il va aller où? J'ai pas de découverte forcément très intéressante. Donc non, je pense que ça marche pas, hein. Donc je vais prendre fou prend. J'avais plus beaucoup de temps pour calculer autre chose. Je vais regarder quand même à l'analyse, si c'était pas quand même possible, s'il y avait pas quelque chose. Donc là, ça force l'échange des dames. J'espère qu'il va penser à sa dame. Il y pense. Alors c'est vrai que j'ai gaspillé beaucoup de temps, mais avec une pièce en plus, c'est quand même assez facile à gagner maintenant. Et mon fou de case noire qui prive totalement son roi de jeu, hein. Mon cavalier contrôle aussi des cases. C'est pas facile pour lui. Il a la case D7, mais cavalier E5 échec et le pion F7 est attaqué. Donc le cavalier en C6, c'est l'Octopus Knight, le cavalier pieuvre. Il est sur la sixième rangée et il contrôle tout un tas de cases dans le camp adverse. Cavalier ici, il attaque le pion C3. On va jouer roi D2 tranquillement pour défendre, puis on pourra chasser ce cavalier après. Allez, on va jouer C4. On va repousser ce cavalier. Il ne peut pas aller en E7. Il y a le fou et le cavalier. Il perd une nouvelle pièce. Son cavalier n'a pas de case. En jouant F6, il a privé son cavalier de la case F6. Bon, là, c'est involontaire, hein. Je gagne une pièce de manière involontaire. Évidemment, ce n'était pas prévu.
Je prends du fou, je garde mon cavalier en C6 et là, il peut plus bouger une oreille, le pauvre, hein. S'il joue roi là, il attaque les 2, mais D5, ça défend. Pion prend, le pion défend le cavalier défend le fou empêche le roi de s'approcher. Ce trio de pièces contrôle toutes les cases. Le pion défend le cavalier défend le fou contrôle, le cavalier contrôle aussi les cases. Tour ici va vouloir donner la tour contre 2 pièces. Bon, je peux accepter, hein. Je peux accepter, mais j'ai pas envie. Je recule en A3. Mon cavalier est trop bien placé. Et après, il prend ici. Bon, il va absolument échanger sa tour contre le cavalier. Maintenant, on va attaquer G7. Il joue G6, envoyer H4, H5 pour ouvrir les colonnes. Il abandonne pas parce qu'il a plus de temps que moi. Il pense que je vais tomber au temps, mais avec ce rajout de temps, c'est pas possible. Ce sont des parties de 5 minutes plus 3 secondes, donc ça sera pas possible pour lui. Allez, on prend. On va mettre la tour sur la colonne C. Tour C6, ça va attaquer 2 fois le pion G, mais je pense que je vais même doubler sur la colonne C, hein, pour aller attaquer le pion C7. Et il abandonne. Allez, j'ai les blancs et je vais jouer le pion en D4. Mon adversaire joue D5, je joue C4. Mon adversaire joue cavalier en F6 et ça, c'est pas une bonne défense du pion. Il aurait dû défendre avec le pion C6 ou le pion E6 pour être capable de reprendre d'un pion parce que là, je prends en D5. Il peut pas reprendre d'un pion. Donc il reprend du cavalier, mais le cavalier, il va se faire chasser par la poussée en E4. C'est pour ça qu'il avait besoin d'un pion en D5. S'il avait repris de la dame, j'aurais chassé sa dame avec cavalier C3. Mais là, je chasse son cavalier avec la poussée en E4. Et j'instaure donc un duo de pions. Il attaque mon pion, j'ai pas envie de jouer E5, je vais lui donner la case D5. Je joue cavalier C3. Et donc là, j'ai le centre, le cavalier qui défend. Là, il libère le fou de case noire pour venir attaquer mon cavalier et remenacer les menaces sur le pion E4. Mais je vais jouer fou D3. J'ai pas peur de dame prend D4 parce que fou B5 échec et je ramasse sa dame. Il joue fou E7. Et donc, cavalier en F3, il va faire petit roc très rapidement. Et là, il y a une attaque qui ne marche pas dans la position, mais qui est intéressante. C'est l'attaque de Gioacchino Greco. Regardez cette attaque. Ça consiste à jouer E5, chasser le cavalier noir, sacrifier le fou en H7, et ensuite enchaîner par cavalier G5 échec, puis l'arrivée de la dame. Et avoir un tandem dame et cavalier qui attaque pour mater le roi. Mais là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il a le fou en E7. Sur E5, il bouge son cavalier. Fou prend H7 échec, roi prend cavalier G5 échec, il va me prendre. Donc là, je vais intercaler le coup en H4. Et maintenant, ça menace E5. Le cavalier bouge. Fou prend, roi prend, cavalier G5 échec. Et s'il prend, le pion peut reprendre, libérant la tour qui attaque le roi et la dame qui va arriver. Donc j'avais besoin du pion en H4. Et donc on envoie E5, ça y est. L'attaque va marcher. Donc il vient en D5, mais fou prend H7, échec, comme prévu. Alors il n'est pas obligé de prendre le fou. Mais du coup, j'aurais gagné un pion important. D'ailleurs, il ne le prend pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer l'attaque, mais vous aviez compris. Hein. S'il prenait le fou, cavalier G5 échec, et après l'arrivée de la dame. Et s'il prend mon cavalier à tout moment, le pion reprend et ça libère la tour. Donc il n'a pas pris. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je songe quand même à jouer cavalier G5 d'ailleurs, pour l'arrivée de la dame en H5. Cavalier G5, s'il prend, pion reprend, ça ouvre quand même la colonne pour ma tour. Hein. Je vais jouer quand même cavalier G5, finalement. Je menace l'arrivée de la dame. Ah, il peut jouer G6. Bon, il prend C3, il attaque ma dame, je ne veux même pas reprendre de cavalier. Hein. Je vais jouer dame H5. Là, je mets tout sur son roi. Maintenant, sur G6, fou prend échec. La dame attaque. Et après, dame H7 mat, soutenu par le fou et le cavalier. Donc, il prend. Alors, je peux reprendre du pion, c'était l'idée hein, d'ouvrir la colonne, mais maintenant, j'ai simplement fou G6 échec. Ah non, ça marche pas, fou G6 échec. Il peut ramener son fou en H6 pour essayer de fermer. Même si ensuite, je peux prendre, ça marche pas très bien. Donc, je vais reprendre du pion quand même. Et puis, c'était l'idée de ce pion H4, c'était de permettre l'ouverture de la colonne. Et maintenant, c'est terrible pour lui parce qu'il y a beaucoup de monde sur la colonne. Seulement lui, il a son roi en H8 en queue de peloton et c'est lui qui va se faire avoir. Dame prend D4, donc maintenant il suffit de bouger le fou, même en G8 d'ailleurs, je peux lui offrir le fou. Puisqu'après j'ai le mat en H7 ou en H8. Et on va aller tout au bout de la colonne, là où était son roi d'ailleurs.
Allez, mon adversaire joue le pion E4 et je vais jouer D6, ce qu'on appelle la défense pirque, qui consiste à empêcher le pion d'avancer pour ensuite l'attaquer avec le cavalier. Donc il va venir le défendre, il joue D3. Bon. Et comme la diagonale est embouteillée pour le fou en F8 à cause des pions E7 et D6, dans la défense pirque, on joue habituellement G6 pour placer le fou sur la grande diagonale noire. Il joue fou en F4 et je vais jouer fou G7. Dès que mon cavalier bouge, maintenant s'attaque le pion B2. Alors peut-être il va jouer C3 quand même. Et voilà, il joue C3. Et là, qu'est-ce que je vais jouer? Eh bien, je sais pas. J'ai pas vraiment de coup d'attaque dans sa position, hein. Je vais jouer C5. J'utilise le pion de l'aile pour contrôler un peu cette case D4. Mais il a joué cavalier D2, il pourra jouer D4 parce que le cavalier en D2 maintenant protège le pion E4, vous voyez? Donc il pourra jouer D4 et sur la prise reprendre et il aura un fort centre de pion finalement, hein. Je vais peut-être jouer fou G4. Clouer son cavalier pour essayer de gêner la poussée D4. Mais je pense que j'ai un peu le temps quand même. Je vais faire petit roc. Je suis pas sûr qu'il veuille vraiment jouer D4 dans la position. Sinon, il aurait peut-être joué D4 dès le début de la partie. Il avait joué D3. Je pense pas qu'il veuille vraiment jouer D4. Et donc, j'ai préféré accumuler un peu de développement. Mais là, c'était peut-être un coup purement psychologique, hein. D'ailleurs, il joue G3, vous voyez. Voilà, je trouve ce coup G3 un peu douteux. Je pense qu'il y avait mieux à faire, mais après tout, pourquoi pas. Bien, je vais développer mon cavalier en C6. Il joue donc le fou G2, il est prêt à faire petit roc. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Le problème, c'est qu'il va vraiment finir par me jouer D4, hein. Pion prend, et il aura un meilleur centre. Et je ne sais pas comment empêcher ça. Peut-être quand même avec fou G4. Comme ça, sur D4, le cavalier peut pas protéger le pion D4 à cause de la dame derrière, donc je pourrais me mettre à prendre en D4. Par contre, il va me jouer H3. Mais s'il me joue H3, je prends son cavalier, je lui donne la paire de fous, c'est vrai. Donc il va falloir que je fasse très attention à son fou de case blanche. Mais d'un autre côté, il peut plus jouer D4 parce qu'il perd le pion en E4. Mais moi, il faut que je joue sur case noire. Il a la paire de fous, c'est quand même un avantage pour lui, la paire de fous. S'il arrive à exprimer son fou de case blanche, j'aurai des problèmes. Donc il faut que j'arrive à combattre sur les cases noires. Mais comment faire? Qu'est-ce que j'ai comme coup sur les cases noires? Dame B6 pour attaquer B2, mais il va protéger avec tour B1. Ça va pas loin, hein. Ça va pas chercher grand-chose. Bon, je vais jouer tour B8. L'idée, c'est peut-être d'envoyer le pion B par B5, B4 pour attaquer un peu et fragiliser cette position. Par contre, attention, mon cavalier sera sans défense après la poussée B5 et face à son fou de case blanche, justement. Ça, c'est le problème de ma position, mais je crois pas qu'il puisse vraiment en profiter, donc je joue B5. Parce que la diagonale est quand même embouteillée, hein, et je garde attention à cela. Je sais que ça peut être un problème. Là, il joue tour 1, je pense qu'il va chercher la poussée en E5. Mais ça me permettra justement d'échanger mon cavalier. Je joue B4. J'engage un conflit en C3. Je veux ouvrir la grande diagonale noire. Il joue tour B1. Et donc là, je pense à dame A5. J'attaque 2 fois C3, j'attaque A2. Il prend B4 et là, beaucoup de coups m'intéressent. Reprise de la dame, du cavalier, de la tour, pratiquement toutes les reprises m'intéressent, hein. Ah non, mais je peux pas reprendre de la tour à cause de fou D2, le clouage. Cavalier prend, il peut y avoir fou D2, mais c'est moins grave. Ma dame a le temps de partir, même peut-être en prenant le pion en A2. Sinon, je peux reprendre de la dame aussi, hein. Écoutez, je vais reprendre de la dame en B4. C'est peut-être pas la bonne reprise, mais je sais que le cavalier C6 est sans défense. Il faut sans arrêt que j'y pense. Et comment peut-il en profiter pour l'instant? Je ne vois pas. Il joue B3, donc il m'a ouvert totalement la diagonale noire, mais ça manque de cible, bien sûr. Là, je songe à cavalier D4, provoquer peut-être l'échange des cavaliers, ou cavalier D7. Mon cavalier, de toute façon, en F6, joue pas, donc je vais jouer cavalier D7. Et j'ai ces deux cavaliers, plus le fou, qui peuvent jouer sur pas mal de cases noires. Donc mon objectif, c'est de m'imposer sur les cases noires et de faire en sorte que son fou de case blanche ne s'exprime pas. Je le répète souvent, mais il n'y a que ça qui est important à comprendre dans la position. En réalité, stratégiquement, il n'y a que ça à comprendre. C'est le déséquilibre principal de la position, il faut le comprendre. Il faut sans arrêt choisir ses coups par rapport à ce déséquilibre. Donc fou des deux est joué. Et vous voyez, quand on lutte contre la paire de fous,
Eh bien, il est intéressant aussi de casser la paire de fou de l'adversaire. C'est-à-dire que là, je m'intéresse à fou C3. Ça peut paraître très étonnant, mais je m'intéresse à ce coup. Pourquoi? Parce que sur fou prend dame prend, l'adversaire, il n'aura plus la paire de fou. Il aura que le fou de case blanche. Or, moi, j'aurai 2 cavaliers pour jouer sur les cases noires, contre un seul pour les défendre. Son fou de case blanche ne s'exprime pas et mes cavaliers peuvent s'exprimer. Maintenant, sur fou C3, il faut que je fasse attention à A3. Il veut dévier ma dame pour gagner le fou. Je peux reculer en A5, B4, mais je pourrais prendre prise et je pourrais reprendre encore et ça va. Donc je vais jouer fou C3. Je viens pour lui casser sa paire de fous. Et je vais vous montrer, parce que je cherche, moi, à jouer un tandem dame et cavalier sur les cases noires contre dame et fou de case blanche. Comment y arriver? J'échange les fous de case noires, puis j'échange un cavalier contre le sien. Et après, je lui laisse le fou de case blanche qui ne s'exprime pas et mon autre cavalier, très collaboratif avec ma dame, pour jouer sur les deux couleurs et notamment sur les cases noires, puisque s'en fout, ne pourra pas défendre ses cases. Dans ce contexte, les 2 pions les plus importants chez lui, ça sera les pions F2 et G3, les 2 seuls pions qui défendent encore les cases noires dans sa position. Parce que la plupart de ces pions à l'aile dame au centre, même l'exclusivité de ces pions à l'aile dame au centre, sont sur case blanche, ce qui me donne l'accès aux cases noires. Donc il joue dame C2, je prends son fou. Il reprend. Allez, on va jouer déjà cette case-là. Il va peut-être jouer dame C4, proposer l'échange des dames, mais non, il perdra le cavalier, il ne peut pas jouer. Donc il vient ici. Maintenant, j'ai cavalier E5 avec la menace cavalier D3, une nouvelle fourchette. C'est intéressant. Et voyez son fou de case blanche qui ne s'exprime pas depuis tout à l'heure? Je vous l'avais dit. Regardez mes cavaliers, comment ils se positionnent maintenant dans la partie. Donc menace cavalier prend D3. Si je joue fou F1 pour défendre, cavalier F3 échec, cavalier prend, cavalier reprend, fourchette 3 tours. Il joue cavalier C4. Et là, je peux jouer cavalier prend D3 et faire la fourchette. Mais je peux aussi faire ce que je voulais vous dire tout à l'heure, échanger les cavaliers et jouer un tandem dame et cavalier contre dame et fou de case blanche. Mais dans la position, bien sûr, je préfère cavalier prend D3. Il faut que je joue vite quand même parce que je parle beaucoup, mais il faut que je joue plus vite. Donc du coup, moi, je voulais échanger les cavaliers pour jouer tandem dame et cavalier contre dame et fou de case blanche. Là, il m'a laissé l'opportunité de gagner la qualité, donc je vais le faire. La qualité, c'est l'échange du cavalier ici contre sa tour. Il a interposé dame D2, je prends d'abord, puis je prends sa tour. Ici, il reprend, je joue à 5, je vais chercher à jouer à 4, faire une petite attaque de minorité ici pour casser sa structure de pion à l'aile dame. Il joue ça, j'envoie à 4, je donne un pion, mais j'ouvre les colonnes en profit de mes tours et je casse un peu sa structure de pion. Voilà, je rentre. Ah, je ne peux pas rentrer en B2, hein. Donc je rentre en B4, j'attaque les deux, la fourchette. Puis je prends le pion A4 et le pion en A2. Je suis toujours vigilant à toutes les fourchettes que pourrait faire mon cavalier, hein. Si sa tour bouge, il y aura des échecs en E2, faut regarder. Maintenant, les deux tours sur la colonne A. Voilà. Cavalier B3, c'était aussi possible, hein. Sur pion prend, je prenais sa tour sur échec. Là, je reprends, le pion F2 est attaqué. Et là, il craque, il me laisse beaucoup de pièces. Je menace cavalier F3 échec, mais il aura roi H1 et j'ai pas forcément de suite. J'ai pas forcément de suite, c'est dommage. Je vais jouer tour ici, j'attaque son cavalier, cavalier F3 échec, roi H1, et là, j'aurai l'échec. Vous voyez, roi H1, tour échec, fou prend, tour prend échec. Après, il va venir en G2 me faire la fourchette, mais mon cavalier pourra venir en D2 protéger ma tour. Vous voyez, là, il vient en G2, il va faire la fourchette, cavalier D2, je protège. Et maintenant, il va peut-être abandonner parce qu'avec une tour de moins, plus ce pion passé qui ne demande qu'à filer à dame. Mais non, il abandonne pas. Je joue C4. Je sais qu'il peut prendre en D6, c'est pas bien grave. Je reprends, je ne vais pas le laisser faire une dame quand même. Et maintenant, il va devoir courir pour rattraper le pion C.
et il abandonne bien sûr dans cette position. Alors regardez le concept stratégique. C'est dans cette position qui craque, mais j'ai envie de vous expliquer le concept stratégique. Je joue cavalier E5. J'ai les deux cavaliers pour jouer sur les cases noires. Lui, il a le fou de case blanche. Il a qu'un seul cavalier pour rivaliser avec mes cavaliers sur case noire. Donc, je vais m'imposer forcément sur les cases noires. Là, il craque parce qu'il me laisse le pion D3 en jouant KDC4 trop vite. Il aurait dû jouer tour E3. Et si par exemple je joue à 5 et qu'il joue KDC4, j'échange une paire de cavaliers. Il ne peut pas reprendre du pion B à cause de l'ouverture de la colonne, donc il va reprendre du pion D. Et par exemple, je joue E5. Et dans cette position, son fou de case blanche est très passif, alors que mon cavalier, il est inexpugnable et très actif. Il est rayonnant au centre, protégé par les doubles pions. Qui peut déloger ce cavalier? Il n'a pas de pion pour le déloger, pas de cavalier, pas de fou de case noire. Il peut peut-être sacrifier la qualité, mais même si à un moment donné, il sacrifie la tour contre le cavalier, bah, finalement, la qualité, j'ai fini par la gagner dans la partie, mais je reprends d'un pion et j'aurai même un pion passé, protégé par l'autre pion. Et c'est ce concept stratégique que je recherchais quand je joue cavalier E5. Et c'est ça que je peux vous enseigner. L'entraînement tactique, c'est primordial, bien sûr. Savoir calculer, combiner, c'est primordial. Mais ça, vous pouvez vous entraîner avec n'importe quelle plateforme de jeu. Dans toutes les plateformes de jeu, il y a des exercices tactiques qui permettent de s'entraîner. Et c'est assez facile d'ailleurs de comprendre, parce que même si on se trompe, la sanction par rapport à la faute tactique est très courte. Elle n'est pas éloignée dans le temps. C'est-à-dire que vous faites une erreur tactique d'un placement, et puis en 2 ou 3 coups, ou même parfois plus rapidement, vous perdez une pièce ou il y a un mat. Mais pour la stratégie, c'est différent. Parce qu'une faute stratégique, vous pouvez la payer 10 coups plus tard. C'est peut-être 10 coups plus tard qu'il y a la sanction. Et donc, c'est très éloigné dans le temps. La sanction est éloignée de la faute stratégique. Et là, vous avez besoin justement de professeurs qui vous expliquent ça. Et c'est ce que j'essaye de vous faire dans les parties. J'essaye de vous expliquer pourquoi j'échange telle ou telle pièce, quelle est ma stratégie dans le contrôle de certaines couleurs, ce qui va amener à un moment donné une sanction tactique. Donc entraînez-vous sur les zones de jeu à calculer la tactique. Prenez de l'expérience en jouant des parties, bien sûr, et en travaillant vos ouvertures. Et pour le côté stratégique, regardez mes vidéos, parce que c'est là où je peux le plus vous enseigner et vous faire progresser dans la compréhension de jeu. Et puis un peu de publicité, ça fait pas de mal. Sachez que dans mon club d'échecs en ligne, où je donne des cours chaque semaine, je travaille justement énormément cette compréhension de jeu, avec des exercices qui sont issus de parties de grands maîtres, mais également des parties des membres du club, où je vais m'intéresser au moment critique, au moment où on peut justement déséquilibrer une position, essayer aussi d'établir des plans. Parfois, vous sortez toutes les pièces dans l'ouverture et vous dites: «Mais au fait, qu'est-ce que je dois faire?» Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir comprendre les ressorts qui permettent d'établir des plans. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des pouces, des commentaires, partagez-la, soutenez la chaîne et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous.